On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com dans quelques instants. On va parler de la célébration et de l'exposition des 50 ans de carrière de Yvan Lafontaine, présidence d'honneur de Julie Clermont de leur photo. Il y a le vernissage, c'est au Théâtre des Deux-Rives, à l'Espace des Jardins. C'est une exposition qui accourt jusqu'au 5 novembre et elle s'appelle Résurgence, qui résume les 50 ans de carrière d'Yvan Lafontaine et on les reçoit bien sûr dans quelques instants. Mais d'abord, parlons d'alphabétisation. Ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on offre ce service tout à fait gratuitement du côté d'Iberville au Centre d'action bénévole. Lundi dernier, le 8 septembre, c'était la Journée internationale de l'alphabétisation. Et ici, dans la région, il y a le Centre d'action bénévole d'Iberville qui dispense des cours pour aider les gens. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, Dominique Pinsonneau, qui est enseignante en alphabétisation au Centre d'action bénévole d'Iberville. Bonsoir. Bonsoir. De même que Mélanie Dufresne, qui est la coordonnatrice de l'Action bénévole. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait combien d'années au Centre d'action bénévole d'Iberville qu'on offre de l'alphabétisation? Ça fait déjà 26 ans. Wow! Oui, ça fait quand même... Et ça marche encore aujourd'hui? Ça fonctionne encore. Parce qu'il y a encore des besoins. Malheureusement, on devrait dire. Ça, c'est le bout qui m'échappe un peu. Ça fait quoi, 25 ans que je fais du journalisme. Puis à l'époque, je faisais des reportages sur vous autres ou sur La Porte ouverte. Puis je me disais, un jour, il n'y en aura plus parce que les gens vont être suffisamment instruits puis ça ne sera plus une nécessité. Qu'est-ce qui fait que 26 ans plus tard, on a encore besoin de faire de l'alphabétisation? Bien, il faut croire que tous les gens ne fonctionnent pas dans le système scolaire. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Auparavant, l'apprenant type, c'était la personne qui avait été retirée rapidement des bancs d'école parce que l'enfant devait aider à la culture, oui, à l'époque de nos parents et de nos grands-parents qui ne finissaient pas l'école, ne finissaient pas le secondaire, puis bon. C'est ça. Et ça, bien, ça a perduré quand même plusieurs années. Il y a aussi des gens qui perdent leur emploi après plusieurs années. Alors, quand on fait un emploi où on n'a pas besoin de lire, on n'a pas besoin d'écrire, et on est dans ce milieu-là pendant 20, 25, 30 ans, lorsqu'on perd son emploi, bien, c'est dramatique pour plusieurs raisons, mais entre autres, c'est qu'on a perdu les habiletés. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on n'a pas, mais c'est quelque chose qu'on peut perdre. Une fois qu'on l'a, si on ne l'entretient pas, ça se perd. C'est un peu comme les muscles, l'exercice physique. Et il y a cette nouvelle vague qui nous vient depuis quelques années, qui sont les jeunes décrocheurs. Donc, des jeunes décrocheurs qui essaient de revenir sur les bancs d'école, qui ont 18 ans, 16 ans, 20 ans, et qui se rendent compte qu'ils ont un manque et qu'ils devraient... Parce que, bon, un jeune qui termine son secondaire, généralement, est-ce qu'il est assez équipé pour se débrouiller? En général, oui. En général, oui. Oui. Ceux qui décrochent, par contre... Mais je dirais que malgré tout, il y en a pas qui terminent leur secondaire, mais il y en a qui abordent le secondaire. Il y en a même un jeune qui m'avait dit qu'il avait complété son secondaire 3. Et ce sont des jeunes qui passent à travers les mailles du filet, qu'on laisse passer, qui finalement, pour diverses raisons, se retrouvent, continuent leur scolarité, mais n'ont pas les acquis nécessaires. Donc, il y a ce genre de jeunes-là. Et il y a des jeunes décrocheurs qui, bon, pour diverses raisons, quittent l'école. Bon, on en parle souvent du décrochage scolaire et il y en a quelques-uns comme ça. Mélanie, ça s'organise comment, les cours d'alphabétisation, avec toute l'organisation que ça peut demander, le nombre de personnes et tout ça? C'est quoi l'organisation que vous avez au Centre d'action bénévole? En fait, on enseigne le niveau du français, c'est de la première année à la 6e année. C'est 2 classes qui sont séparées par niveau, donc de la première à la 3e année et de la 4e jusqu'à la 6e année, donc dépendamment des niveaux où les gens sont rendus. Dominique est d'ailleurs coordonnatrice aussi, en plus d'être enseignante. Donc, c'est elle qui coordonne avec Carole Bégin, qui est enseignante chez nous aussi, pour enseigner aux apprenants. Parce que, dans le fond, vous, avec 2 classes, là, vous touchez à peu près combien de personnes par année? Par année, je pense que c'est une vingtaine d'apprenants par année. Plus. Oui. Même un petit peu plus que 20? Bien, moi, je parle au niveau des réguliers, c'est une vingtaine. Oui, c'est vrai. Il y a toujours des gens qui arrivent, surtout les jeunes arrivent de façon sporadique, puis après ça, sont réintégrés soit à la relance. Et puis,
Il y a aussi ce qui est intéressant des cours d'alphabétisation chez nous, c'est pas juste le français, mais ils font vraiment le tour des mathématiques, la géographie. Donc oui, c'est vraiment, ils vont faire le parcours du français autour de la géographie, par exemple la géographie locale. Donc ils vont parler de la région, ils vont parler de politique, ils vont parler de toutes sortes d'éléments comme ça qui sont vraiment, qui peuvent s'approprier, qui sont tangibles, qui c'est des choses avec quoi ils vivent, les journaux par exemple. Très intéressant la façon qu'ils enseignent le français chez nous. Parce qu'un jeune qui décroche puis qui décide de raccrocher à la relance, exemple, va avoir quand même un certain niveau d'enseignement. Mais pour les autres, il reste quoi? Il reste à peu près des organismes comme chez vous sur lesquels ils peuvent se rabattre pour... Oui, des organismes d'alphabétisation, des centres d'alphabétisation, oui. Il y a un nouveau phénomène aussi avec l'immigration. Oui. On sait qu'il y en a de plus en plus chez nous. Oui. Donc, est-ce que vous répondez également à cette clientèle-là? Nous, on n'enseigne pas le français en termes de langue seconde, on l'enseigne comme langue maternelle. Par contre, on accepte quand même des personnes qui sont allophones. S'ils ont un niveau suffisant pour comprendre, pour être capable d'échanger, pour être capable de comprendre le rythme qu'on utilise, on ne va pas ralentir le rythme pour une personne, une ou deux personnes allophones pour le reste du groupe. Donc, dans la mesure où ils sont capables de suivre, on les intègre et c'est merveilleux pour eux parce que là, ils ont vraiment un bain linguistique et culturel. Et c'est vraiment apprécié des personnes que l'on reçoit. Présentement, c'est peut-être un hasard, mais on a beaucoup de personnes asiatiques et elles aiment beaucoup être en contact justement avec des Québécois dans du quotidien, discuter de différents sujets et non pas uniquement d'un sujet en particulier. Évidemment, ils sont, comme vous dites, à divers niveaux là, quand ils arrivent chez vous. C'est à quel moment qu'ils se trouvent, comme je dirais, à l'échapper? À quel moment là, il y a des bouts qu'ils ne comprennent pas? Quand vous les évaluez là, au niveau de lecture, au niveau écriture, c'est où que ça arrête? La compétence là, en français, elle arrête où? C'est dans les accords, dans le vocabulaire, dans l'orthographe, dans la grammaire? Bien, écoutez, c'est un petit peu de tout. Évidemment, il y a le vocabulaire. C'est sûr que quand on a accès à la lecture, évidemment, on augmente notre vocabulaire. Ça va de soi. Donc, quand on n'a pas accès à la lecture, qu'on lit peu, bien, notre vocabulaire est restreint à celui qu'on connaît et on l'augmente peu. D'autant plus que la façon de prononcer ne correspond pas toujours à la façon de l'écrire. Donc, il y a cette découverte-là de dire, bon, bien, tel mot s'écrit de cette façon-là. C'est bon, je ne le savais pas. Donc, il y a notre apprentissage du vocabulaire, augmentation du vocabulaire, les règles de grammaire, les verbes. Écoutez, les verbes, c'est toujours un casse-tête tant pour les francophones que pour les allophones. La grammaire, les accords, le français est très compliqué. Ça prend combien de temps rendre quelqu'un fonctionnel? Ah, ça, c'est la question piège. Ah oui? Parce que Moi, je ne savais pas qu'elle était piège, mais c'est la question piège parce que souvent, quand je reçois une personne pour l'évaluer, voir à quel niveau et tout ça, c'est une question que la personne a. Combien de temps ça va me prendre? Ça dépend de toi. Alors, il y a plein de facteurs. La motivation en est un qui est particulièrement important. Les capacités de la personne aussi, la capacité de concentration, parce que des fois, on reçoit des gens qui soient jeunes ou plus ou moins jeunes, qui ont de la difficulté à se concentrer. Alors, quand le temps de concentration, le laps de concentration est très court, c'est difficile de tenir l'attention d'une personne parce que nous, on enseigne, c'est une journée complète, donc c'est 6 heures de formation. Alors, et ils sont sollicités pendant ces 6 heures-là en lecture, en écriture, en réflexion, en discussion. C'est quoi, c'est 6 heures une fois par semaine? Non, c'est 6 heures le mardi et le jeudi et 3 heures le mercredi. Quand même, c'est beaucoup d'heures dans une semaine. Ah, on les tient, oui. Et ça pendant combien de temps? Ça fait 25 ans, 26 ans qu'on fait ça. C'est-à-dire que la personne il y a des entrées continues, des sorties continues. OK, il n'y a pas des moments dans l'année où vous avez des blitz d'inscription. Donc, autrement dit, quand il y en a un qui débarque, il y en a un qui embarque, c'est ça. Ils entrent. Parce qu'en fait, c'est que nous, on ne suit pas un programme d'un couvert à l'autre. Souvent, les gens qui sont avec nous, c'est parce que quelque part à l'école, comme je disais tantôt, ça n'a pas fonctionné. Donc, on essaie de ne pas reproduire ce qui nous semble avoir échappé au moment de la scolarité régulière. Donc, on ne prend pas un document d'un couvert à l'autre. Et on s'adapte aux besoins des individus, on s'adapte à leur intérêt, aux besoins que nous, on identifie aussi auprès des gens. Donc, on est toujours en renouvellement, on fait continuellement du matériel
pour que ce soit intéressant, pour que ce soit du matériel d'adulte aussi. Puis ce qui est intéressant aussi, en ayant des petits groupes comme ça, ils ont la capacité de s'adapter à la personne. Donc, dépendamment des capacités de la personne, je pense que Dominique et Carole, ils ont une orientation qui est très axée sur la personne devant eux. Donc, ils sont capables de se modeler un peu à la personne puis à la façon que cette personne-là est capable d'apprendre. Alors ça, c'est un plus aussi. Est-ce qu'il y a des frais de rattacher ou que c'est... Pas du tout. C'est tout à fait gratuit pour les gens. Et comment vous arrivez à financer ce service-là? Parmi tant d'autres, parce que vous avez 1001 services là, au Centre d'action bénévole. Oui. Bon, on est subventionné. C'est une subvention, c'est ce qui fait qu'on peut avoir un service gratuit encore. Heureusement. Heureusement. Oui. Ouais. Avez-vous des témoignages, je dirais, plusieurs années après? Est-ce que vous recroisez là, dans la rue des gens que vous avez aidés il y a peut-être 5-6 ans, je sais pas. Oui, des gens qui avaient perdu leur emploi, qui sont venus un petit peu, qui sont venus chercher un rafraîchissement de français, qui se sont retrouvés un emploi. J'ai aussi un bel exemple d'une personne qui était immigrante, qu'on a accueillie, même si elle avait pas beaucoup de connaissances en français, mais qui apprenait à une rapidité extraordinaire et qui est devenue gérante chez Tim Hortons à un moment donné et qui pas gérante, mais assistante responsable. Je me souviens plus de son titre. Et qui a trouvé un autre emploi par la suite au Québec, là, à Saint-Jean, dans des bureaux. Et elle est au téléphone et elle doit parler avec des gens qui parlent très, très, très québécois. Est-ce que la sortie publique de Jacques Demers, il y a quelques années, a changé quelque chose? Je trouve ça très courageux de sa part de dire, bien voici, une fois qu'il a eu plusieurs accomplissements sur le plan professionnel, c'est de dire aux gens, je vous ai tous bien eus. C'est un peu ça, dans le fond. Mais ça traduisait, évidemment, les gens de cette génération-là, quand même beaucoup de courage de le dire sur la place publique. Je ne sais pas si ça a eu un effet d'entraînement sur les gens qui ont fini peut-être par se l'avouer et l'avouer aux autres. Bien, je dirais pas nécessairement. Non. Ça a peut-être même eu l'effet inverse dans le sens de dire, as-tu vu, il a réussi, qui ne savait pas lire. Alors, ça n'a pas l'effet peut-être qu'on aurait voulu que ça ait. Par contre, il y a eu beaucoup d'admiration, je pense. Chez les gens qui ont une faible capacité en lecture et écriture, il y avait une énorme admiration par rapport à cette personne. À vous deux, merci infiniment. Donc, vous savez qu'au Centre d'action bénévole d'Iberville, depuis 26 ans maintenant, donc on offre un service d'alphabétisation et ce, tout à fait gratuitement. Donc, si vous désirez obtenir des renseignements, les coordonnées sont au bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle des 50 ans de carrière de l'artiste peintre Yvan Lafontaine. Si vous êtes de passage du côté de l'Espace Desjardins au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous allez constater jusqu'au 5 novembre, exposition Résurgence de Yvan Lafontaine qui célèbre ses 50 ans de carrière. Une exposition dont la présidence d'honneur également a été désignée. Je vous présente d'ailleurs nos deux invités. L'artiste lui-même, le fêté, le célébrant, Yvan Lafontaine. Merci. De même que la présidente d'honneur, Julie Clermont. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec Julie. Pourquoi avoir choisi et accepté cette présidence d'honneur? Quel est le lien qui vous unit? En fait, Yvan, on se connaît depuis longtemps, donc c'est un très bon client chez L'Art Photo et il a enseigné à ma mère, donc j'ai l'histoire, je connais l'artiste et on promouvoit d'ailleurs ses expositions antérieures, donc je connaissais aussi certaines de ses œuvres. Je suis d'ailleurs propriétaire d'une des œuvres de Yvan Lafontaine, je suis très fière. Donc voilà, mon but en tant que présidente d'honneur, c'était de promouvoir cette exposition-là, de souligner le 50 ans de carrière parce que c'est pas rien. Ça se souligne, donc voilà la raison de ma candidature. Yvan Lafontaine a commencé à s'exprimer avec le pinceau à quel âge? Eh mon Dieu!
2 ans, 5 ans, 8 ans? C'était avec Non? une boîte de couleurs d'aquarelle. Je devais avoir à peu près 8 ans. C'est un cadeau de Noël. C'était marquant. Je voulais ça comme cadeau. C'était voulu, en plus. C'était voulu. Mais objectivement, c'est plus à l'adolescence que j'ai commencé à travailler, à faire de la peinture, carrément, là, chez moi, comme ça, pour m'amuser, puis essayer de... Je croyais à ça, moi. Je crois encore. Julie disait tantôt, donc, vous avez eu l'occasion d'enseigner à sa mère. Vous avez Oui. même eu l'occasion d'enseigner à un de nos caméramans ici. Oui, André était de ma première clientèle quand j'ai commencé à enseigner au collège de Saint-Jean, au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu à ce moment-là. Là, on est dans quoi, les années 60? On est en 71, 70-71. En fait, je pourrais dire que ma vie artistique s'est passée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne suis pas natif d'ici, je viens de Sherbrooke, des cantons de l'Est. J'ai étudié à l'École des beaux-arts de Montréal, j'ai enseigné à l'École des beaux-arts de Québec, ensuite j'ai enseigné dans le bas-du-fleuve. Je suis revenu à Montréal et, à un moment donné, il y avait un poste, il y avait en fait 2 postes à temps partiel d'ouvert au cégep. J'ai pris les 2 postes. J'avais besoin de travailler. Il y en avait un qui était en histoire de l'art à temps partiel et un en art plastique à temps partiel. C'était seulement des cours complémentaires. En réalité, je pourrais dire, j'ai créé le département des arts et je pense que j'ai, à quelque part, créé la vitrine art visuel de Saint-Jean. Ça n'existait pas à Saint-Jean avant. Il n'y avait aucune galerie d'art. Il n'y avait pas de formation en art visuel. On a commencé avec la formation au cégep. Ensuite est venu Action Art Actuel, il est venu la Maison des Arts, il est venu un paquet d'autres organismes auxquels j'ai participé. J'ai participé à tous les organismes de Saint-Jean. J'ai participé à la création de la politique culturelle de la ville. J'ai participé à, je pense, tout le développement de la vie culturelle de Saint-Jean, mais toujours en filigrane. Au fond, c'est la région qui vous a adopté ou c'est vous qui avez adopté la région? Je ne saurais dire. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que c'était tellement plat. C'était juste des grandes surfaces où il y a rien. Oui, c'est sûr que si on arrive de l'Estrie, on trouve ça un peu plus plat. Ouais. J'ai trouvé ça un petit peu difficile au début, à ce niveau-là, là, visuellement, on s'entend. Mais j'ai fait une série d'œuvres sur cette plaine-là, dans les années 70 jusqu'à 80 à peu près. Inspiré de Saint-Jean. Inspiré de la région, là. On s'entend à Saint-Alexandre, Saint-Jean, toutes les terres alentours de Saint-Jean, là. Julie, qu'est-ce qui te passionne dans l'œuvre d'Yvan Lafontaine? Ce qui me passionne, quand je regarde, premièrement, celle que j'ai à la maison, c'est de rechercher toujours ce qu'il y a derrière l'œuvre. Il y a toujours une recherche énorme dans l'infographie de l'artiste, puis dans le travail. Et ce que j'ai adoré de mon rôle présentement, à cette exposition-ci, c'est de pouvoir aussi découvrir le travail. J'ai été choyée d'être invitée chez l'artiste dans l'atelier, puis d'apprendre ces techniques-là, mais ma génération, j'ai pas eu cet enseignement-là de mon côté, puis ça m'a permis vraiment d'apprendre des nouveautés, des techniques, puis de comprendre qu'il y a un énorme travail de recherche, c'est ce qui me fascine derrière ce que Yvan fait. Donc, c'est un peu ce qui m'a impressionné dans tout ça. Au fil de cette carrière, vous avez eu à vous déplacer un peu partout, Australie, Brésil, France, Chine, Émirats arabes unis, plusieurs autres. Bref, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est fascinant qu'on quand ne même. sait pas. Comme dit Yvan, il travaille souvent en filigrane, donc on apprend aussi dans cette exposition-là. Moi, ça m'a permis d'apprendre tout ça derrière la carrière d'Yvan. Quand on va à l'étranger et qu'il y a un autre public qui vient voir nos œuvres, est-ce qu'on a la même réaction? Absolument pas. C'est un autre monde. Écoutez, la première fois que je suis allé à l'étranger, c'était en 1970, je crois. Non, c'est un petit peu plus tard. En tout cas, c'était la Triennale internationale de gravure en Suisse, où j'avais été invité.
et où finalement le collège, avec un petit peu de pression, avait accepté que je quitte pour aller passer 2 semaines là-bas. J'étais le seul Canadien qui avait été sélectionné pour cette exposition-là. Et c'est certain que là, c'était ma première expérience. Puis tu arrives dans un bassin, tu arrives à Genève, puis il y a d'autres artistes qui te reçoivent, puis ça crée une émulsion. Là, c'est complètement différent. Tu n'as jamais vécu ça chez vous, là. Après ça, effectivement, d'être invité à l'étranger, c'est une perception tellement différente parce que pour les gens qui te reçoivent, qui t'invitent à donner un atelier ou à faire une exposition, eux, c'est un enrichissement, et pour toi, c'est un enrichissement aussi, mais tu perçois bien que le regard qu'ils portent sur toi, tu es vraiment un artiste important. Quand l'Université du Chiapas dit, bien, on aimerait ça que vous donniez un atelier chez nous pour 15 étudiants, c'est OK. Tu sais qu'ils ne sont pas riches, mais ils vont tout faire pour accommoder, pour te rendre la vie facile, pour te rendre la vie agréable. Et là, ils vont lancer le message à une autre université qui est au Veracruz, par exemple, pour dire, cette personne-là, là, nous, on a eu beaucoup de plaisir à la recevoir, puis nos étudiants ont été intéressés. Ça vaudrait peut-être la peine que vous le receviez. Quand on regarde 50 ans de carrière, si on prend, disons, les 5 premières années de Yvan Lafontaine et les 5 dernières, puis on met ça un à côté de l'autre, ça serait quoi la différence? La différence, c'est qu'aujourd'hui, on m'invite. Les 5 premières années, je pouvais envoyer 20 dossiers dans l'année, puis il y en avait 19 qui revenaient, puis on ne voulait pas voir mes choses. Mais le produit en tant que tel, est-ce qu'il est... Ouais, juste là-dessus, c'est quand même drôlement différent. Là, je suis assis à la maison, puis on m'envoie un email, on me dit, on aimerait ça que vous nous envoyiez une œuvre pour notre biennale. Attends, on ne vous demande pas de passer un screening, d'être sélectionné. On vous invite à la biennale. Ça, c'est la différence pour l'artiste. Bien, c'est une immense différence. Mais au niveau des œuvres en tant que tel, est-ce que les œuvres... Comment l'art a évolué au fil du temps? Bon, je pense qu'au début, je devais faire des choses qui étaient assez ordinaires. Je crois que mes œuvres ont commencé à se démarquer véritablement à partir des... Écoute, puis c'est faux de dire ça en même temps, parce que déjà en 64, j'avais des œuvres au musée, puis en 66 aussi. Nous, on n'était pas nés, là. Non, bon, ça. OK, on s'entend. Non, mais... La différence, moi, je dirais qu'il y a un corpus qui s'est établi à peu près en 1978-80, là, qui est une recherche très, très spécifique, qui est celle que je poursuis encore aujourd'hui. C'est un problème que j'avais, que je voulais régler en un an et demi, qui n'est pas réglé encore. Mais l'inspiration est toujours là. L'idée de cette démarche-là, c'était de dire... Ce que l'on voit, est-ce que c'est vraiment ce que l'on voit? Ce que l'on perçoit, est-ce que c'est vraiment la réalité de ce qu'on perçoit? Et j'ai commencé à questionner ça avec l'idée du rétroviseur, où tu as une image qui t'apparaît dans le rétroviseur, mais une seconde après, elle n'est plus là. Dans le rétroviseur que tu as dans la voiture, tu vois l'arrière, mais tout de suite après, tu es rendu dans tes rêves et tu penses à d'autres choses. Ce n'est plus la réalité non plus. Alors ça, c'était le point de départ. Aujourd'hui, je suis encore dans la même problématique où, quand je regarde une surface d'eau qui réfléchit par le soleil, puis qui permet de voir un petit peu dedans, puis un petit peu au fond, qu'est-ce qui est la réalité qu'on perçoit dans ça? Alors, j'ai travaillé là-dessus. Ça fait depuis ce temps-là que je travaille là-dessus, mais ça a changé là, pendant tout ce temps-là. Sauf qu'avant, j'avais quand même des œuvres que j'ai faites qui étaient intéressantes puis qui ont été retenues, mais qui n'étaient pas dans une démarche aussi structurée. Julie, en terminant, pour le public qui va se balader là, dans l'espace des jardins du Théâtre des Deux-Rives jusqu'au mois de novembre, qu'est-ce que le public va découvrir de cette exposition Résurgence? Je
crois qu'Yvan vient de le dire, c'est vraiment de rechercher si la réalité qu'on voit, est-ce que c'est la même chose que l'on perçoit. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Il y a un petit mystère à travers chacune de ses œuvres. Je crois que c'est ça je suggère aux gens d'aller se rincer l'œil, d'aller voir ce mystère-là. Et moi, j'invite les gens à venir montrer chez L'Art Photo. J'ai des invitations pour vendredi, le 12 septembre, pour le vernissage. Et ça me fera plaisir de les remettre aux gens, puis de les rencontrer aussi sur place pour célébrer avec Yvan. Merci beaucoup. L'invitation est lancée, puis longue vie à tout ce travail. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Cet automne, on vous invite à découvrir des entreprises agrotouristiques et des artistes de la région grâce à un circuit, également une série d'événements culturels et gourmands uniques. On appelle ça la caravane de l'art gourmand. Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et la coopérative de solidarité artistique Arto s'associent de nouveau afin de lancer une formule renouvelée du circuit l'art gourmand. On vous rappelle que Saint-Jean-sur-Richelieu, notre émission qui résume les travaux du conseil de ville, a repris l'antenne, bien sûr. On vous résume les travaux de la dernière séance du mardi 2 septembre dernier. On vous rappelle bien sûr qu'à tous les dimanches matin, 9h30, c'est toujours le Télébingo, ici même, 3 500 $ en prix et une trentaine de dépositaires dans la région que l'on dessert pour acheter vos livrets. Et nous, bien sûr, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com. À demain. Télévision du Haut-Richelieu. La lumière sur votre région.